Quand l'ordre du monde ancien commença à se fissurer, ce fut de manière lente, douloureuse et presque imperceptible. Nous étions au IIIe siècle, et ce qui avait été autrefois une civilisation méditerranéenne unifiée s'enfonçait sous le poids de ses propres fractures. Pendant près de 50 années, le monde romain traversa une tempête parfaite, guerre civile, invasion venue de l'étranger, épidémie, crise économique et une succession interminable d'empereurs qui montaient sur le trône pour mourir peu après. Plus de 20 hommes se proclamèrent souverains en l'espace d'un demi-siècle. Beaucoup d'entre eux ne régnèrent que quelques mois. L'Empire semblait condamné à se désintégrer, emportant avec lui la promesse de stabilité qui avait perduré pendant des siècles, la Pax Romana. Au même moment, les peuples germaniques franchissaient les frontières du Rhin et du Danube. À l'est, les armées perses menaçaient sans relâche. En Gaule et à Palmyre, des généraux rebelles s'autoproclamaient empereurs. L'effondrement paraissait inévitable. Et pourtant, des marges du pouvoir surgit une figure inattendue, un soldat d'origine modeste, né en Dalmatie dans une famille d'anciens esclaves. Son nom était Dioclétien. Par son mérite, il s'éleva dans l'armée en plein chaos. Quand l'empereur numérien fut retrouvé mort dans des circonstances suspectes en l'an 284, ce fut l'armée elle-même qui acclama Dioclétien comme successeur. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, il ne se contenta pas de survivre. Il transforma les fondations mêmes du pouvoir romain. Il comprit une vérité essentielle. Aucun homme seul ne pouvait gouverner un territoire si vaste, si divers et si menacé. Ainsi naquit la tétrarchie, un gouvernement partagé entre 4 souverains, 2 Augustes et 2 César, se répartissant l'empire de façon fonctionnelle. Dioclétien choisit la partie orientale, plus riche, plus urbaine, plus résiliente, et confia l'Occident à son compagnon Maximien. Mais au-delà du partage du pouvoir, il entreprit une réforme profonde. Il redessina la carte des provinces, sépara l'autorité civile de la militaire, réorganisa le système fiscal et tenta de freiner l'inflation en imposant des contrôles de prix. Nombre de ces mesures s'échouèrent à court terme, mais elles posèrent les bases de la survie de l'Empire pendant des siècles. L'une de ses décisions les plus marquantes fut d'élever l'empereur à une dignité presque divine. Inspiré par des modèles orientaux, il introduisit des cérémonies fastueuses et des protocoles rigides, éloignant l'empereur de son peuple comme de ses élites. Il n'était plus le premier des citoyens, mais un représentant sacré de l'ordre universel. Puis, geste presque inédit dans l'histoire romaine, il abdiqua volontairement, mais la tétrarchie qu'il avait créée ne lui survécut pas longtemps. Les guerres civiles reparurent, et de ce chaos émergea une autre figure décisive, Constantin, fils d'un ancien tétrarque. En l'an 312, après avoir vaincu son rival Maxence au pont Milvius, Constantin devint le nouveau maître du monde romain. Selon la tradition, il le fit sous le signe d'une foi nouvelle, le christianisme. Son règne marqua une rupture décisive. 2 de ses décisions transformèrent à jamais le cours de l'histoire. Il légalisa le christianisme avec l'édit de Milan, et il fonda une nouvelle capitale à l'extrémité orientale de l'Empire, sur l'ancienne cité grecque de Byzance, Constantinople. Là, dans ce carrefour stratégique où l'Europe et l'Asie semblent se frôler, s'éleva la nouvelle résidence du pouvoir impérial. Une cité chrétienne par sa foi, grecque par sa langue, romaine par son héritage et tournée vers un avenir incertain. Constantinople n'était pas seulement une ville, c'était un symbole. Durant plus de 11 siècles, elle résista à des sièges, des tremblements de terre, des épidémies et des croisades. De là naquit une civilisation qui hérita du legs antique, mais qui le transforma, celle que nous appelons aujourd'hui byzantine. Mais alors tout restait à bâtir. Constantin ne se contenta pas de légaliser une religion nouvelle. Il la favorisa activement. En l'an 325, il convoqua le concile de Nicée pour trancher les querelles théologiques. Et bien qu'il n'ait été baptisé qu'à la fin de sa vie,
Il affirma clairement que le christianisme occuperait une place centrale dans son empire. 12 années plus tard, en l'an 330, Constantinople fut officiellement inaugurée. Une ville chrétienne, mais façonnée à l'image de Rome, avec ses forums, ses palais, son hippodrome et une première cathédrale qui, avec le temps, deviendrait la célèbre Sainte Sophie. À la mort de Constantin, en l'an 337, ses héritiers reçurent un empire déjà divisé. Théodose le Grand fut le dernier à régner sur l'ensemble. À sa mort, en l'an 395, l'empire se scinda définitivement en deux, Orient et Occident. L'Occident, dont la capitale se fixa à Ravenne, sombra dans la décadence. En moins d'un siècle, ces provinces s'écroulèrent, la Bretagne fut abandonnée, l'Hispanie conquise par les Wisigoths, l'Afrique par les Vandales, la Gaule par les Francs, et en l'an 476, un chef germain nommé Odoacer déposa le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule. Ce fut la fin de l'Empire romain d'Occident, mais en Orient, l'histoire prit une autre voie. Protégée par les murailles de Constantinople et nourrie par les richesses du Nil, de la Syrie et de l'Asie mineure, l'Empire oriental ne fit pas que résister, il prospéra. Ce que nous nommons aujourd'hui le monde byzantin n'était pas une relique, mais la continuité transformée de Rome, grec par sa langue, chrétien par son esprit, impérial par sa forme. Au fil des siècles, l'Empire byzantin préserva les savoirs antiques, développa un art singulier et établit un équilibre entre foi et pouvoir qui marqua durablement l'Europe orientale. Tandis qu'en Occident s'élevaient royaumes, châteaux et évêchés, en Orient survécut une idée, celle d'une autorité universelle, une cité unique, un seul empereur, une seule foi, une idée qui perdura jusqu'à ce qu'un millier d'années plus tard, les canons ottomans fassent trembler les murailles de Constantinople. Mais cette histoire reste encore à raconter, car la nouvelle capitale n'avait pas été pensée comme un simple déplacement du pouvoir, mais comme une déclaration. Constantinople était le projet d'un monde nouveau, installé sur une péninsule ceinturée d'eau, reliée par la terre à l'Europe, mais tournée vers l'Asie. La cité dominait le passage qui relie la mer Noire à la Méditerranée. Son emplacement était tout simplement parfait, presque impossible à assiéger complètement, et idéal pour le commerce. Ce n'était pas seulement une cité conçue pour résister, mais pour prospérer. Constantin voulut qu'elle fût l'héritière de Rome, mais aussi bien davantage un symbole de renouveau. Il fit ériger des forums, des statues, des colonnes, des palais. Il créa un nouveau sénat et orna la ville d'œuvres venues des recoins les plus anciens de l'Empire, souvent d'origine païenne. Le résultat fut une cité chrétienne entourée d'art classique, une capitale nouvelle bâtie sur des ruines anciennes, un lieu qui regardait l'avenir avec les yeux du passé. Dès sa fondation, Constantinople fut imprégnée de spiritualité. Elle n'abritait pas de temple romain. À leur place s'élevaient des églises. La première version de la basilique Sainte-Sophie fut construite à cette époque. Même si elle fut reconstruite des siècles plus tard, sa simple existence marquait déjà une différence essentielle avec Rome. Ici, la foi chrétienne n'était pas seulement tolérée, elle devenait protagoniste. La transformation religieuse qui s'opérait en Orient était irréversible. Ce qui, durant des siècles, avait été une croyance persécutée, allait peu à peu devenir l'axe culturel, politique et spirituel de toute la région. Mais ce chemin ne serait ni simple ni linéaire. Le christianisme en pleine expansion était tout sauf homogène. En l'an 325, Constantin réunit à Nicée les évêques de tout l'Empire pour trancher une dispute sur la nature du Christ. De ce concile naquit le credo nicéen, affirmant que le Fils était de la même essence que le Père, une déclaration qui contredisait les enseignements d'Arius, lequel soutenait que le Christ était inférieur à Dieu le Père. Ce différend, loin d'être totalement résolu, marqua le début d'une longue série de querelles théologiques qui accompagnerait l'Empire pendant des siècles. Car à Byzance, politique et foi étaient indissociables. Durant cette période, les sièges ecclésiastiques les plus influents d'Orient commencèrent à s'affirmer. Alexandrie, Antioche, Jérusalem
et de plus en plus Constantinople elle-même. Le patriarche de la nouvelle capitale gagnait en autorité et finirait par devenir une figure aussi puissante que n'importe quel empereur. Pourtant, le christianisme rencontra aussi des résistances. Julien, neveu de Constantin, tenta de freiner la progression de cette religion durant son bref règne. Dans les années 360, il encouragea le néoplatonisme, restaura d'anciens temples et voulut redonner aux dieux traditionnels leur place centrale. Sa mort lors d'une campagne contre la Perse mit fin à ce dernier effort pour ressusciter le paganisme. Le monde avait changé, et nul retour n'était possible. À la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose Ier, dernier à régner sur l'Empire uni, franchit le pas décisif. Il interdit les sacrifices païens, ferma les temples et proclama le christianisme comme religion unique et officielle. Sous son règne, les dieux antiques vénérés depuis plus de 1000 ans disparurent de la vie publique. À sa mort, en l'an 395, l'Empire fut partagé entre ses deux fils, Arcadius en Orient et Honorius en Occident. En théorie, il s'agissait toujours d'un seul empire. En pratique, les chemins divergeaient. L'Occident entrait dans une phase de déclin. Les Wisigoths s'installèrent en Hispanie, les Vandales en Afrique, les Francs en Gaule, et la Bretagne fut abandonnée à son sort. Le sac de Rome par les Goths, en l'an 410, le premier en près de 8 siècles, provoqua une onde de choc. Cette blessure symbolique fut si profonde qu'elle inspira à saint Augustin son œuvre la plus célèbre, la Cité de Dieu. Pendant ce temps, en Orient, la situation était bien différente. Constantinople résistait. Les murailles érigées sous le règne de Théodose II, au Ve siècle, formaient une œuvre colossale, 3 lignes défensives avec tours et fossés protégeant le flanc terrestre de la ville. Grâce à elles, la capitale orientale résista à siège, après siège pendant près d'un millénaire. L'Orient ne se contentait pas de survivre militairement, il prospérait aussi économiquement. Tandis que l'Occident perdait ses provinces et voyait ses recettes fiscales s'effondrer, l'Orient conservait des régions essentielles, l'Égypte, la Syrie et l'Asie mineure. Ces terres, riches en ressources, étaient vitales pour le commerce. L'or byzantin, le solide, resta stable dans son poids comme dans sa pureté, offrant à l'Empire oriental une base monétaire que l'Occident avait perdue depuis longtemps. Mais il n'y avait pas que des murailles et des monnaies. Une nouvelle manière de gouverner se mettait en place. Au Ve siècle, l'empereur devint une figure presque inaccessible. La cour, influencée par des modèles perses, se fit plus cérémonielle, avec des protocoles rigoureux et des hiérarchies strictes. L'empereur n'était plus un homme parmi les hommes, il était un symbole, un médiateur entre le ciel et la terre. En l'an 476, lorsque le chef germain Odoacre déposa le dernier empereur d'Occident, il n'y eut pas de célébration en Orient, ni proclamation d'une nouvelle ère. À Constantinople, ce fut le silence, un calcul froid. Pour elle, ce n'était pas une rupture, mais une perte passagère. L'empereur Zénon accepta Odoacre comme dirigeant de l'Italie, mais sans jamais renoncer à l'idée que ces terres demeuraient, en essence romaine. Cette conviction, cette volonté de ne rien céder en légitimité, serait la flamme des futures tentatives de reconquête. Pendant ce temps, la vie culturelle et spirituelle d'Orient s'épanouissait. En l'an 425, Théodose II fonda une université à Constantinople, avec des chaires de droit, de médecine, de philosophie et de grammaire. La compilation du Code théodosien apporta de la clarté à des siècles de lois éparses. La foi, elle aussi, se déployait sous de nouvelles formes, hymnes, théologie, architecture sacrée. Peu à peu, une identité unique prenait forme, fusion de l'héritage romain, grec et chrétien. L'Empire romain d'Orient commençait à laisser place à une civilisation nouvelle, qui ne reniait pas son passé, mais parlait déjà d'une voix propre, plus grecque, plus chrétienne, plus byzantine. Au début du VIe siècle,
une nouvelle dynastie prit les rênes de l'Empire oriental. Tout commença avec un homme qui n'apprit jamais à lire ni à écrire. Justin Ier n'était pas né dans un palais, mais dans un humble village des Balkans. Son neveu, Justinien, allait devenir l'un des empereurs les plus ambitieux et les plus transformateurs de l'histoire byzantine. Mais l'histoire de Justinien ne saurait être racontée sans une autre figure essentielle, Théodora. Avant de devenir impératrice, elle fut actrice, acrobate et sans doute aussi courtisane. Ses origines scandalisèrent l'aristocratie, mais Justinien, loin de s'en détourner, défia tout un système pour l'épouser. Et ce n'était pas un geste romantique, mais une alliance entre égaux. Théodora était fine, ferme, profondément influente. Dans l'ombre du trône, elle devint la voix la plus respectée de l'empereur. Elle connaissait la vie des marginaux et inspira des lois qui protégeaient les femmes, permettaient l'héritage par voie féminine et offrait un refuge à celles qui voulaient quitter la prostitution. Son heure la plus célèbre arriva en l'an 532, quand Constantinople sombra dans le chaos. La ville, déchirée entre deux factions sportives, les Verts et les Bleus, s'embrasa lors des tristement célèbres émeutes de Nika. Ce qui n'avait été qu'une querelle dans l'hippodrome se transforma en insurrection générale. La foule incendia des bâtiments, proclama un nouvel empereur et assiégea le palais. Justinien, dépassé, songea à fuir. Ce fut Théodora qui l'arrêta. Dans une phrase passée à la postérité, elle déclara « La pourpre impériale est un beau linceul ». Par ces mots, elle lui rappela qu'on ne quitte pas le trône, on le défend ou l'on meurt sur lui. Revigoré par cette détermination, Justinien ordonna à son général Bélisaire d'intervenir. Des milliers de rebelles furent massacrés dans l'hippodrome, et la révolte étouffée. La ville, dévastée, offrait désormais une occasion, renaître de ses cendres. Et de ses ruines naquit l'une des merveilles du monde ancien, la nouvelle Sainte-Sophie. Édifiée en seulement 5 années, sa coupole semblait défier la gravité. Une mer de lumière filtrait par ses fenêtres, créant une impression de flottement et de silence. Les chroniqueurs disaient qu'elle paraissait suspendue au ciel par une chaîne d'or. Encore aujourd'hui, elle demeure un joyau architectural sans équivalent. Mais Justinien ne s'arrêta pas là. Il fit bâtir ou restaurer plus de 25 églises dans la capitale, et bien davantage dans les provinces. Son style architectural, appelant en croix grecque et coupole élevée, définit l'esthétique que nous appelons byzantine. Au-delà des pierres et du marbre, un autre accomplissement, moins visible mais tout aussi décisif, fut le droit. Jusque-là, les lois de l'Empire n'étaient qu'un amas confus de décrets, de contradictions et de vides accumulés au fil des siècles. Justinien confia à une équipe de juristes dirigés par Tribonien la mission d'ordonner et de clarifier cet héritage. Le résultat fut le Corpus Juris Civilis, ou corps de droit civil, composé de 4 parties. Le Code, qui rassemblait les lois impériales en vigueur, le Digeste, anthologie d'opinion juridique, les institutions manuelles destinées aux étudiants, et les nouvelles lois promulguées par Justinien lui-même. Ce monument juridique dépassa son temps. Il devint la base du droit civil moderne, dont les principes résonnent encore aujourd'hui dans les systèmes européens et latino-américains. Mais légiférer et bâtir n'étaient pas les seuls rêves de l'empereur. Son ambition suprême était de restaurer l'unité territoriale de l'ancien empire romain. Pour cela, il avait besoin d'une armée, et il possédait le meilleur général possible, Bélisaire. En l'an 533, Justinien lança sa première campagne de reconquête. La cible, le royaume vandale d'Afrique du Nord, qui avait pris Carthage et transformé la mer en théâtre de piraterie. Avec des forces relativement modestes, Bélisaire débarqua et vainquit les Vandales en quelques semaines. Carthage redevenait romaine. Porté par ce succès, l'empereur tourna ses regards vers l'Italie. En l'an 535, il déclencha la guerre contre les Ostrogoths, maîtres de Ravenne. La campagne fut longue et dévastatrice. Rome changea de main au moins 5 fois. Les villes furent pillées, les aqueducs de la ville éternelle détruits et jamais réparés. La guerre dura près de 20 années.
Quand elle prit fin, en l'an 554, l'Empire avait récupéré une grande partie de l'Italie, ainsi que le sud de l'Hispanie. Un instant, les cartes semblèrent remonter le temps, de l'Hispanie jusqu'à la Syrie. Une seule autorité dominait à nouveau la Méditerranée, mais cette victoire était fragile. Les ressources étaient épuisées, les provinces ravagées, la population décimée, car tandis que l'Occident était reconquis, la véritable menace venait de l'Orient. L'Empire perse, plus centralisé et raffiné que n'importe quel royaume germanique, pressait les frontières. En l'an 540, alors que Bélisaire combattait encore en Italie, les Perses pillèrent Antioche, l'une des perles de l'Orient. Pour contenir la menace, Constantinople dut payer tribut. Une humiliation qui révéla la vulnérabilité byzantine. Chaque effort vers l'ouest affaiblissait la défense à l'est. Et quand tout semblait déjà au bord du désastre, survint la peste. En l'an 541, éclata la première grande pandémie de peste bubonique, la fameuse peste de Justinien. Partie d'Égypte, elle se répandit comme une ombre noire sur tout le bassin méditerranéen. Rien qu'à Constantinople, jusqu'à 5000 personnes mouraient chaque jour. Justinien lui-même fut atteint, mais survécut. Le choc démographique fut terrible. L'agriculture s'effondra, les recettes fiscales chutèrent, les levées militaires se réduisirent, et même si la peste reflua, elle ne disparut jamais totalement, revenant par vagues durant 2 siècles. Malgré tout, Justinien continua de gouverner. Il réforma le système fiscal, encouragea la création d'hôpitaux, poursuivit les hérésies religieuses, et lorsqu'il ne put imposer l'orthodoxie par la parole, il le fit par décret. Il ferma l'Académie néoplatonicienne d'Athènes, fondée par Platon 9 siècles plus tôt, comme ultime offensive contre le paganisme. Quand il mourut en l'an 565, après près de 40 années de règne, il laissa un empire plus vaste, mais aussi plus fragile. Ses œuvres étaient monumentales, une cathédrale qui émerveille encore le monde, un corps de loi qui défie les siècles, des conquêtes qui ravivèrent le rêve d'une Rome unie. Mais il laissa aussi à ses successeurs un État épuisé, financièrement affaibli, démographiquement amoindri et stratégiquement exposé. Cette vision éclatante de restaurer l'ancien monde n'avait duré qu'un souffle, et pourtant l'écho du règne de Justinien perdura. Il ne fut pas seulement un empereur, il fut à la fois le dernier des Romains classiques et le premier véritable souverain byzantin, un pont entre 2 univers, bâtisseur de cathédrales, de lois et de rêves impossibles. À sa mort, en l'an 565, il laissa un empire embelli, réformé, étendu, mais aussi épuisé. Son neveu, Justin II, hérita d'un État au bord du gouffre. Les caisses étaient vides, les provinces ravagées, l'armée dispersée et harassée. Le projet de restauration impériale s'effondra presque aussitôt. En Italie, les récentes conquêtes ne purent guère être maintenues. 3 années à peine, après la disparition de Justinien, un nouveau peuple germanique, les Lombards, franchit les Alpes et s'empara du nord de la péninsule. Contrairement à d'autres envahisseurs qui négociaient, les Lombards vinrent pour rester. Ravenne, Naples et quelques enclaves du sud demeurèrent byzantines, mais le rêve d'une Italie romaine s'était à nouveau évanoui. Pendant ce temps, les Balkans commencèrent à saigner. Des Slaves et des Avars traversèrent le Danube, pillant, s'installant et bouleversant des régions intégrées au monde romain depuis des siècles. La Macédoine, la Thrace, l'Illyrie, autrefois prospères, se changèrent en champs de bataille. Même les abords de Constantinople furent menacés, révélant que la capitale elle-même n'était plus à l'abri. Mais le pire restait à venir. À l'est, l'ennemi héréditaire se réveilla. L'empire sassanide de Perse, mené par Khosrô Ier, lança une série de campagnes dévastatrices. En l'an 614, les Perses s'emparèrent de Jérusalem, emportant avec eux la relique la plus sacrée du christianisme, la vraie croix. Damas, Antioche, l'Égypte tombèrent à leur tour. Pour la première fois depuis des siècles,
Byzance perdait ses provinces les plus riches et les plus peuplées du bassin méditerranéen. Dans ce contexte désespéré surgit un homme inattendu, Héraclius, fils du gouverneur d'Afrique. Il appareilla avec une flotte, renversa l'empereur en place et ne trouva pas un trône, mais un naufrage. Sa réponse fut audacieuse. Il réorganisa l'armée, réforma l'administration et conçut un plan téméraire pour frapper les Perses en plein cœur. Durant plusieurs années, il mena ses troupes à travers des montagnes enneigées et des hivers cruels. En l'an 627, il remporta une victoire décisive à Ninive. Les Perses, démoralisés, demandèrent la paix. La vraie croix fut rendue à Jérusalem. Les provinces récupérées. Cela ressemblait à un miracle. Mais ce triomphe fut éphémère. Tandis que l'Empire célébrait, une nouvelle force s'élevait au sud, l'islam. Rassemblant les tribus arabes autour d'une foi monothéiste, Mahomet et ses successeurs transformèrent le désert en creuset irrésistible. À la mort du prophète, ses disciples ne se dispersèrent pas. Ils s'élancèrent. En une seule décennie, les armées musulmanes conquirent la Syrie, la Palestine et l'Égypte. En l'an 636, les Byzantins subirent une défaite terrible au Yarmouk. Les provinces reconquises par Héraclius furent perdues à jamais. L'Égypte, grenier séculaire de Constantinople, passa en main arabe. Antioche, Alexandrie, Jérusalem, centre de foi et de culture chrétienne, furent intégrés au monde islamique. La carte de Byzance se rétracta brutalement. Ce qui avait été un empire méditerranéen ne fut plus qu'un noyau compact, l'Asie mineure, léger et une partie des Balkans méridionaux. Mais cette contraction territoriale entraîna une mutation plus profonde. Depuis des siècles, l'empire était une mosaïque multiethnique et multilingue. Désormais, amputé de ses provinces orientales, il devint plus homogène, plus grec, plus orthodoxe. Cette identité réaffirmée se refléta aussi dans la langue officielle. Sous Héraclius, le grec remplaça le latin dans l'administration. Plus de 300 ans s'étaient écoulés depuis la fondation de Constantinople. Il était temps d'adopter la langue du peuple. Ce changement n'était pas seulement pratique, il était symbolique. Le monde romain cédait peu à peu la place à un nouvel ordre, encore appelé romain, mais déjà habité d'une âme byzantine. La menace arabe, elle, ne s'arrêta pas aux terres. En l'an 674, une flotte musulmane assiégea Constantinople. Pendant des années, la ville résista à des attaques combinées de mer et de terre. Le salut vint d'une invention redoutable, le feu grec. Arme incendiaire, projetée depuis des tubes de bronze. Il brûlait même sur l'eau. Sa composition reste un mystère. Mais ses effets furent foudroyants. Les navires ennemis s'embrasaient dans les flots. La capitale résista et résisterait encore en l'an 717 face à un nouvel assaut massif. Cet esprit de survie constituait l'essence même de Byzance. Tandis qu'elle perdait son influence en Méditerranée occidentale, elle consolidait ses frontières orientales. Durant les 6e au 9e siècles, l'Empire se replia sur lui-même, se redéfinissant. Ce fut alors qu'éclata l'un des conflits internes les plus profonds, l'iconoclasme. En l'an 726, l'empereur Léon III interdit l'usage des images sacrées. Les statues et icônes du Christ et des saints furent retirées des églises. Pourquoi? Peut-être sous l'influence de l'islam, qui prohibait les représentations, ou peut-être par crainte que le peuple n'adore les images plutôt que ce qu'elles incarnaient. Quelles qu'en fussent les raisons, les conséquences furent terribles. Un siècle de tensions, de destruction, de persécution. Moines, artistes et fidèles défendaient leurs icônes comme des portes vers le divin, tandis que d'autres les dénonçaient comme idolâtrie. Finalement, en l'an 843, sous le règne de l'impératrice régente Théodora, une autre Théodora, des siècles après la première, le culte des images fut restauré. Cet épisode est encore célébré dans l'Église orthodoxe comme le triomphe de l'orthodoxie. Mais les cicatrices restèrent, non seulement spirituelles, mais aussi politiques.
La fracture avec l'Occident s'en trouva aggravée. Tandis que Byzance se déchirait entre icônes et hérésie, Rome déjà détournait son regard. L'autorité impériale en Italie s'était évaporée, et le pape, privé de soutien byzantin, chercha protection ailleurs, dans les royaumes germaniques. En l'an 800, le pape Léon III couronna le roi franc Charlemagne empereur des Romains, un titre qui, pour les Byzantins, relevait de l'hérésie politique. Comment pouvait-il exister un autre empereur romain en dehors de Constantinople? Pourtant, en Occident, l'idée d'un nouvel empire chrétien prenait forme. Ainsi, tandis que Byzance survivait encerclée d'ennemis et hantée par ses propres ombres, une nouvelle fracture s'ouvrait entre Orient et Occident, non seulement politique, mais aussi spirituelle. Latin et grec, pape et patriarche, croix latine et croix orthodoxe, deux mondes qui jadis n'en avaient formé qu'un. Et pourtant, malgré les sièges, les hérésies et les effondrements, Byzance demeurait debout, plus petit, plus isolé peut-être, mais toujours fier, résistant, étonnamment résilient. Alors que l'Europe occidentale posait les bases de ses empires et royaumes féodaux, Byzance entamait une période de transformation silencieuse. À partir du IXe siècle, et surtout au Xe, l'Empire byzantin connut ce que beaucoup d'historiens appellent une renaissance, une ère de reprise, de stabilisation et d'expansion. Ce moment, que l'on associe à la dynastie macédonienne, ne doit rien à l'ancienne Macédoine d'Alexandre le Grand, mais au lieu d'origine de l'empereur qui inaugura cette ère nouvelle, Basile Ier. Issu d'un milieu humble, peut-être de parents paysans d'origine arménienne ou slave, Basile gravit les échelons par sa force, son talent et son charisme. Arrivé à Constantinople comme un inconnu, il devint rapidement le favori de l'empereur Michel III. Après une série de manœuvres politiques, dont la mort mystérieuse de Michel, Basile monta sur le trône en l'an 867. Avec lui commença un cycle neuf, marqué par des réformes internes, une activité intellectuelle brillante, et pour la première fois depuis des siècles, des conquêtes durables. La cour se ranima, l'architecture retrouva son éclat, et les empereurs tournèrent de nouveau leur regard vers l'extérieur avec ambition. Mais cette restauration ne fut ni immédiate ni aisée. Les ennemis restaient aux portes. À l'est, la menace du califat demeurait réelle. Bien que l'élan des conquêtes islamiques se fût ralenti, les frontières restaient instables. Chaque été, des bandes musulmanes ravageaient l'Anatolie, épuisant sans cesse les provinces frontalières. Au nord, les Bulgares représentaient un défi croissant. Peuple d'abord nomade, ils s'étaient installés au sud du Danube et avaient fondé un royaume solide. Durant des générations, les relations entre Byzance et la Bulgarie oscillèrent entre alliance et hostilité. Mais tout bascula avec un geste inattendu. Le tsar Boris Ier choisit de se convertir au christianisme, non pas sous l'influence de Rome, mais sous celle de Constantinople. Baptisé dans le rite orthodoxe, il entraîna avec lui toute l'élite bulgare. Cet acte apparemment religieux portait en réalité un poids politique immense. Adopter la foi byzantine signifiait aussi accueillir son influence culturelle et symbolique. Et même si Boris cherchait l'autonomie, Byzance y vit l'occasion d'étendre son pouvoir sans brandir l'épée. La diplomatie devenait aussi puissante que les armes. Mais les tensions ressurgirent bientôt, sous le règne de Siméon Ier, fils de Boris. Les Bulgares émergèrent comme la grande puissance des Balkans. Siméon se proclama empereur des Bulgares et des Romains, défiant directement Byzance. Les guerres entre les deux empires furent longues et acharnées. Siméon menaça même Constantinople, mais à sa mort l'équilibre vint en faveur des Byzantins. Pendant ce temps, la renaissance culturelle fleurissait. Les empereurs macédoniens encouragèrent la copie de manuscrits, la préservation du savoir, la réorganisation du droit et la diplomatie savante. C'est durant cette période que fut rédigé le De Administranda Imperio, un traité politique et diplomatique composé par Constantin VII, empereur et érudit de premier rang. L'administration gagna en efficacité, les finances se stabilisèrent, et le réseau d'espions,
de diplomates et de stratèges permis de manier avec habileté ennemis comme alliés. L'armée, plus réduite qu'à l'époque de Justinien, se montrait néanmoins plus professionnelle, mieux entraînée et adaptée à une guerre défensive. En mer, la flotte byzantine tenait les pirates et les adversaires musulmans à distance, grâce notamment au feu grec, toujours redoutable. Mais de nouvelles menaces surgirent, cette fois venues de l'ouest, par mer les Normands, descendants des Vikings installés en Normandie. Ils commencèrent par servir comme mercenaires avant de se muer en conquérants. Leur grand objectif fut la Sicile, sous domination musulmane depuis plus d'un siècle, puis le sud de l'Italie, d'où ils chassèrent définitivement Byzance. Mais cela viendrait plus tard. Au Xe siècle, l'Empire connut une stabilité inédite depuis Justinien. Sous des empereurs comme Nicéphore de Phoca et Jean Ier Tzimissé, Byzance ne se contenta pas de résister. Elle étendit ses frontières. Les campagnes victorieuses en Syrie, en Arménie et en Anatolie orientale redonnèrent souffle à l'Empire. Alep fut prise. Et Antioche, la grande cité perdue face aux Arabes au VIe siècle, fut reconquise. Une victoire à la fois symbolique et stratégique, qui rendait à Byzance le contrôle de routes, de forteresses et de terres fertiles. Parallèlement, l'influence byzantine s'étendait dans une autre direction inattendue, le monde slave. Tout au long du IXe siècle, deux missionnaires byzantins, Cyril et Méthode, entreprirent un voyage vers le nord. Leur mission était claire, évangéliser les peuples slaves. Pour cela, ils créèrent un alphabet adapté à leur langue, le glagolitique, qui évoluerait ensuite vers le cyrillique, et traduisirent les écritures dans la langue locale. Cet acte culturel eut un impact monumental. Grâce à eux, des peuples comme les Serbes, les Bulgares et surtout les Russes adoptèrent non seulement le christianisme orthodoxe, mais aussi une large part de la culture byzantine. En l'an 988, le prince Vladimir de Kiev se convertit au christianisme, officialisant la foi orthodoxe et entraînant toute la Russe de Kiev dans cette nouvelle identité. Ainsi naquit, sur les rives du Dnieper, une civilisation chrétienne profondément inspirée par Constantinople. Ce n'était pas seulement une religion qui s'implantait, mais un art, une architecture, une administration et une culture entière. Byzance devenait le modèle, la Rome spirituelle de l'Orient. Ainsi, même quand l'Empire paraissait enfermé derrière ses murailles, son influence s'étendait à travers toute l'Eurasie. La restauration macédonienne avait rendu à Byzance sa puissance, son prestige et sa vocation impériale. Et si les vents de l'histoire allaient de nouveau tourner, pour un temps au moins, la cité du Bosphore resplendissait comme une civilisation qui avait encore beaucoup à offrir. À mesure que l'Empire se consolidait après les réformes et les conquêtes, un nouveau type de pouvoir se forgeait en coulisses, celui de la bureaucratie impériale. Les eunuques du palais, souvent des hommes castrés jeunes pour servir sans menacer la dynastie, atteignirent un degré d'influence impensable auparavant. Maîtres des secrets de l'État, formés à la rhétorique, à l'administration et au protocole, ils devinrent des piliers de continuité entre règnes éphémères et périodes troublées. Tandis qu'en Occident les rois s'appuyaient sur des nobles guerriers, à Byzance l'équilibre reposait sur des fonctionnaires lettrés et un système juridique raffiné. L'Empire se maintenait non seulement par la force des armées, mais par la rationalité de son administration, par ce réseau tissé entre ministres, scribes et juges. Ce fut aussi une époque d'apogée artistique et spirituelle. Les mosaïques byzantines atteignirent leur sommet, représentant saints, empereurs et vierges sur les murs des basiliques et des palais. Le style, solennel, au visage hiératique et au fond doré, évoquait un univers divin et intemporel. Loin de chercher le réalisme, ces images visaient la transcendance. Les églises byzantines, avec leurs plans en croix grecque et leurs coupoles suspendues, devinrent des phares du monde orthodoxe. Leur architecture sacrée était aussi une affirmation politique. Chaque coupole était un écho du ciel, chaque liturgie une mise en scène de l'ordre cosmique où l'empereur tenait presque un rôle sacerdotal. Dans les campagnes, les petits propriétaires soldats, les straciotes, bénéficiaient du système des thèmes,
recevant des terres en échange d'un service militaire. Cet équilibre entre agriculture et défense soutenait à la fois l'économie rurale et la résistance militaire, mais il restait fragile, car à mesure que les grands propriétaires, les Dinatois, étendaient leurs domaines, les petits exploitants disparaissaient peu à peu. Plusieurs empereurs tentèrent de limiter l'emprise de ces familles aristocratiques par des lois restrictives, non par compassion mais parce qu'ils savaient que la survie de l'armée dépendait de ces paysans armés. L'équilibre entre pouvoir impérial, aristocratie foncière et paysannerie était donc précaire, chaque rupture entraînant de lourdes conséquences. Sur le plan culturel, la cour byzantine vivait une redécouverte des classiques. Homère, Aristote, Thucydide étaient copiés, étudiés, commentés. Mais ce n'était pas un simple hommage nostalgique. Les Byzantins relisaient le monde antique à travers le prisme chrétien, mêlant philosophie païenne et théologie orthodoxe. Les universités impériales, comme celle de Constantinople, formaient des générations de fonctionnaires en droit, en grammaire, en astronomie et en médecine, un savoir pratique au service de l'État. À l'extérieur, la diplomatie byzantine jouait un rôle décisif. Les empereurs envoyaient ambassades, présents et mariages arrangés jusqu'aux royaumes lointains, francs, géorgiens, hongrois, araméniens. Chaque geste, chaque titre, chaque étoffe de soie offert était autant d'actes politiques soigneusement calculés. L'image de l'empereur n'était pas seulement celle d'un souverain, mais d'un monarque universel, héritier de Rome, médiateur entre Dieu et les hommes, centre symbolique d'un monde fragmenté qui continuait pourtant de regarder Constantinople comme le phare de la civilisation. Mais cet éclat, aussi réel fut-il, n'était pas éternel. Sous la surface de la restauration, de nouvelles tensions germaient. Dans les décennies suivantes, l'équilibre serait mis à l'épreuve par des conflits intérieurs et des menaces venues de l'extérieur. L'âge d'or macédonien avait encore des pages glorieuses à écrire, mais déjà se profilaient les premiers signes de fragilité. Après la splendeur du règne de Basile II, l'Empire semblait avoir atteint un sommet difficile à égaler. Les ennemis contenus, le pouvoir central affermi, les frontières protégées. Pourtant, comme si souvent dans l'histoire byzantine, à la stabilité succéda l'instabilité. Le trône passa entre les mains d'empereurs moins capables, choisis parfois pour leur réseau de cour plus que pour leur mérite. La cour redevint un foyer d'intrigue, où eunuques, généraux et aristocrates rivalisaient pour s'attirer la faveur du souverain. L'État continuait de fonctionner, mais la clarté du commandement s'effaçait. Dans ce contexte, l'aristocratie terrienne, les Dinatois, reprit son ascension. Durant des décennies, Basile II avait contenu leur expansion et protégé les petits paysans soldats. Désormais, avec un pouvoir impérial affaibli, les grandes familles recommencèrent à accaparer les terres, absorbant les biens des stratiotes qui perdaient peu à peu leurs droits, leurs moyens de subsistance et leur rôle militaire. Cette transformation n'était pas brutale, mais elle était continue, et elle minait les fondations mêmes de l'Empire. La perte de ce paysanat armé affaiblit l'un des piliers essentiels de l'armée byzantine. Pour compenser, les empereurs firent appel de plus en plus souvent à des mercenaires, Péchénègues, Normands, Hongrois, Turcs, des guerriers redoutables certes, mais peu fiables à long terme. À l'intérieur, l'Empire commençait à montrer des signes de fragmentation économique et sociale. Les régions éloignées du centre, comme la Cappadoce, l'Anatolie ou les provinces balkaniques, entretenaient moins de liens avec la cour et dépendaient davantage des pouvoirs locaux. Le système des thèmes, si efficace pendant des siècles, s'érodait peu à peu. À l'extérieur, de nouvelles menaces prenaient forme. À l'ouest, les Normands, descendants de Vikings installés en Normandie, progressaient vers le sud de l'Italie. Ils s'emparèrent d'anciens territoires byzantins comme Bari ou la Calabre, réduisant progressivement la présence impériale dans la péninsule. Mais c'est à l'est que surgit le danger le plus décisif, l'arrivée des Turcs seldjoukides. Originaires d'Asie centrale, ces guerriers musulmans avaient vaincu le califat abbasside et établi une nouvelle puissance en Perse. Sous la direction du sultan Alparslan, ils avancèrent jusqu'au cœur de l'Anatolie, pénétrant des terres qui avaient été pendant des siècles le noyau vital de Byzance. La confrontation fut inévitable. En l'an 1071, l'empereur romain IV Diogène
tenta de les arrêter dans une campagne qui culmina à la bataille de Manzikert. La défaite fut dévastatrice. L'empereur lui-même fut capturé et bien que libéré peu après, son prestige s'effondra. Plus grave encore, l'Empire perdit le contrôle d'une grande partie de l'Asie mineure intérieure, forteresses abandonnées, villages désertés, plaines envahies par de nouveaux principautés turques. Manzikert marqua un tournant. Ce ne fut pas seulement une catastrophe militaire, mais une crise politique. L'armée se désagrégea, les magnats locaux s'emparèrent du pouvoir provincial, et Constantinople se retrouva isolée, prise entre rivalité dynastique et menaces extérieures. Dans ces années troublées, les généraux se proclamaient empereurs, la noblesse urbaine affrontait les grands propriétaires terriens, et les armées impériales se dispersaient avant même d'atteindre le champ de bataille. L'aristocratie, forte de ses immenses domaines, agissait désormais comme un État dans l'État. Dans ce climat de fragmentation, la société byzantine se replia sur elle-même. La religion redevint le centre du discours politique et social. Processions, miracles et icônes occupaient le cœur de la dévotion populaire, comme si le peuple cherchait dans le spirituel le refuge qu'il ne trouvait plus ni dans la politique ni dans la guerre. Pourtant, la capitale brillait encore. Malgré les menaces, Constantinople demeurait une cité foisonnante, avec son hippodrome, ses palais, ses monastères, ses marchés et ses écoles. Elle restait un phare culturel, un carrefour diplomatique, le dernier bastion d'une civilisation millénaire. Mais le contraste avec les provinces devenait criant. Tandis que les empereurs envoyaient ambassades et traités aux royaumes lointains, l'Anatolie se couvrait de forteresses vides, d'églises en ruines et de champs en friche. C'était comme si le corps de l'Empire se vidait de son sang, tandis que sa tête rêvait encore de gloire ancienne. Dans ce sombre paysage surgit une figure nouvelle, Alexis Ier Comnène. Jeune général ambitieux, il fut proclamé empereur en l'an 1080 ans. Son avènement marqua le début d'une nouvelle dynastie, et avec elle une ultime tentative de restauration. Son accession ne fut ni immédiate ni aisée. L'Empire était encerclé d'ennemis déchirés de l'intérieur, et la légitimité du trône se jouait plus par la force que par le droit. Mais Alexis, pragmatique et habile, comprit que la survie ne dépendait pas d'un retour au passé, mais d'une adaptation à un monde déjà transformé. Il ne disposait ni d'une armée centrale solide ni d'une économie florissante, mais il avait la diplomatie, la stratégie et une conscience aiguë du temps limité. Face aux Turcs en Anatolie et aux incursions normandes dans les Balkans, Alexis comprit qu'il lui fallait des alliés. En l'an 1095, il envoya des ambassadeurs au pape Urbain II, ce qui avait commencé comme un appel à l'aide. Pour reprendre quelques villes se transforma en un événement inattendu, la première croisade. L'appel du pape mobilisa non seulement des chevaliers et des seigneurs d'Occident, mais aussi une marée de paysans, pèlerins et soldats improvisés, partis vers l'Est, mus par un mélange de ferveur religieuse, d'ambition et de quête de rédemption. Pour Alexis, ce fut une arme à double tranchant. Les croisés aidèrent à reprendre des territoires perdus, certes, mais agirent aussi en armée indépendante, refusant de se soumettre à l'empereur. Ils prirent Antioche, Jérusalem, et fondèrent leur propre royaume croisé. Byzance ne retrouva pas l'administration directe de ces terres, mais elle stabilisa au moins son front oriental. En revanche, une fracture nouvelle et dangereuse s'ouvrit, la méfiance entre Constantinople et l'Occident. Les Byzantins voyaient les croisés comme des barbares exaltés, insensibles aux subtilités politiques. Les Occidentaux considéraient les Byzantins comme arrogants et froids dans leur cérémonial. Cette distance allait grandir, jusqu'à devenir irréconciliable. Avec Alexis Ier s'ouvrit une ère nouvelle, celle de la dynastie des Comnènes, qui régnerait près d'un siècle. Son gouvernement fut une danse délicate entre récupération et survie. Alexis ne chercha pas à restaurer une grandeur idéalisée, mais à défendre pragmatiquement ce qui pouvait l'être. Il fortifia les frontières, refonda les alliances et concentra le pouvoir autour de sa famille, transformant l'Empire en une véritable affaire dynastique. Ses fils, gendres, neveux et petits-enfants occupèrent les postes clés, tissant un réseau de loyauté familiale. Son fils, Jean II, dit le Bon, poursuivit cette œuvre avec modestie et efficacité. Il ne fut ni un grand conquérant ni un réformateur radical, mais il sut préserver l'équilibre, protéger les routes commerciales
et contenir les ennemis extérieurs. Sous son règne, Constantinople connut un véritable renouveau culturel et spirituel. La vie monastique prospéra, d'anciens manuscrits furent recopiés, des hymnes, des chroniques et des traités virent le jour. C'était comme si, après la tempête, la ville reprenait son souffle avec plus de profondeur. À sa mort, le trône passa à son fils Manuel Ier, l'un des empereurs les plus fascinants de l'histoire byzantine. Manuel était ambitieux, charismatique, profondément marqué par son contact avec l'Occident. Il parlait latin, admirait la chevalerie européenne et rêvait d'un empire qui rayonnerait à nouveau sur toute la Méditerranée. Durant son règne, il reçut des ambassades venues de contrées lointaines, signa des traités avec le pape et l'empereur germanique, et participa même à des expéditions en Italie et en Égypte. Ce fut aussi à son époque que la deuxième croisade traversa le territoire byzantin. Bien qu'il ait tenté d'en garder le contrôle, les tensions ressurgirent. L'Occident ne voyait plus Constantinople comme un guide, mais comme un rival, perçu comme fastueux, rhétorique et insaisissable. Manuel renforça l'armée, améliora la flotte et modernisa l'administration, mais il commit aussi des erreurs. Il s'engagea dans des guerres qu'il ne pouvait soutenir, sous-estima la menace turque et surestima l'appui occidental. À sa mort, son héritier n'était encore qu'un enfant, et le système familial patiemment bâti s'effondra. Le gouvernement passa aux mains de régents, et les conflits internes réapparurent. En 1176, la bataille de Myriophile porta un coup symbolique. Les Turcs infligèrent une lourde défaite aux Byzantins en Anatolie. Le message était clair, les campagnes offensives appartenaient au passé. Dès lors, la politique impériale devint défensive, réactive, vulnérable. Sur le plan économique, l'Empire conservait encore des ressources, les routes commerciales, l'or des Balkans, les taxes des îles et des ports. Mais une dépendance insidieuse s'installait, la présence croissante des marchands italiens, vénitiens, pisans génois, dans les ports byzantins. On leur accordait des quartiers entiers, des exemptions fiscales, des privilèges de navigation. Ils étaient utiles, mais représentaient aussi une brèche, une influence échappant au contrôle impérial. La relation avec l'Occident devenait de plus en plus complexe. Depuis 1054, Rome et Constantinople étaient officiellement séparées. Le grand schisme avait divisé la chrétienté en deux branches, latine et orthodoxe. Mais au-delà des différences théologiques, s'installait une incompréhension profonde. L'art, la liturgie, la langue, la manière de concevoir la foi et le pouvoir, tout s'éloignait comme deux planètes suivant des orbites différentes. Et pourtant, toutes deux partageaient une racine commune, l'héritage de Rome. Byzance se disait toujours empire romain, non par nostalgie, mais par conviction, parce que c'était son héritage, son droit, sa mission. Mais en Europe, de moins en moins de voix partageaient cette vision. Certains commençaient même à la considérer comme une menace. La tension croissait, sourde mais constante. Le patient équilibre tissé par les Comnènes commençait à se déliter. Au début du XIIIe siècle, l'Empire respirait encore, mais sans la vigueur des siècles passés. Il se maintenait par l'inertie de son héritage, par l'éclat de sa capitale et par une diplomatie qui savait encore naviguer entre ennemis. Mais c'était un corps fatigué, aux organes vitaux affaiblis, au cœur de plus en plus exposé. Constantinople, sous la dynastie des Anges, était gouvernée par des souverains faibles et inefficaces. Le trône était devenu plus une récompense qu'une responsabilité. Les charges se vendaient, les fonds se dilapidaient, et les avertissements venus de l'extérieur étaient ignorés. Pendant ce temps, en Occident, une nouvelle croisade se préparait. Le pape Innocent III, l'un des pontifes les plus ambitieux de l'histoire, convoqua en 1198 les princes chrétiens pour une nouvelle expédition en Terre Sainte. C'était la 4e croisade, et sa cible initiale était l'Égypte, considérée comme la clé du pouvoir musulman. Mais les croisades n'étaient pas des armées d'État bien organisées, elles étaient des coalitions instables de seigneurs, d'aventuriers, d'endettés et de croyants enflammés.
Celle-ci manquait cruellement de fonds pour payer son transport vers l'Est. Les croisés négocièrent avec Venise, qui accepta de les acheminer, mais en échange d'une dette colossale que les croisés ne purent régler. Alors commença la déviation. Ils assiégèrent d'abord Zara, une ville chrétienne rivale de Venise, se transformant en agresseurs de leurs propres frères de foi. Puis, par un mélange d'ambition, d'intrigue et d'opportunité, leur regard se tourna vers Constantinople. Un prince byzantin, exilé, Alexis IV, leur promit une somme astronomique et l'union des églises s'il l'aidait à reprendre le trône. Les croisés acceptèrent, et ainsi en 1203, une expédition destinée à l'Afrique du Nord se retrouva aux portes de la reine des villes. Constantinople résista d'abord, mais face à la pression militaire, l'empereur s'enfuit et Alexis fut placé sur le trône. Mais il ne put tenir ses promesses. La population byzantine se méfiait des Latins. Leurs rites, leurs prêtres, leur présence armée n'étaient pas bienvenus. Bientôt, une révolte éclata. Alexis fut assassiné, et les croisés, privés de leur paiement, se sentirent trahis. En avril 1204, ils décidèrent de prendre par la force ce qu'ils n'avaient pu obtenir par diplomatie. Le sac de Constantinople fut l'une des tragédies les plus sombres du Moyen-Âge. Pendant 3 jours, les rues furent emplies de sang, de fumée et de cris. Des églises furent profanées, des femmes violées, des reliques, des livres, des trésors et des œuvres d'art pillées. L'autel de Sainte-Sophie détruit, les icônes traînées dans la boue, les chevaux abreuvés dans les fonds baptismaux. La bibliothèque impériale disparut à jamais. Pour la première fois en plus de 9 siècles, Constantinople tombait aux mains d'étrangers. Mais plus encore qu'une chute, c'était un effondrement symbolique, celui de l'Empire byzantin lui-même. Les croisés y établirent un État latin, l'Empire latin de Constantinople, avec un empereur occidental, des chevaliers francs dans les rues, et la liturgie romaine dans les temples. Mais ce pouvoir était bancal. Les Latins ne comprenaient pas les réalités locales, manquaient de soutien populaire, et depuis l'exil, les grandes familles byzantines se regroupaient déjà. À Nicée, à Trébizonde, à Épire, naissaient des noyaux de résistance, petits États qui prétendaient incarner la véritable continuité de l'Empire. Parmi tous ces noyaux de résistance, le plus puissant fut l'Empire de Nicée. Là, sous la direction de la famille Lascaris puis des paléologues, se prépara lentement une reconquête. Pendant plus d'un demi-siècle, Constantinople resta divisée, profanée, morcelée, mais la mémoire de ce qu'elle avait été ne s'effaça jamais. La reprise de la ville n'eut rien d'une épopée flamboyante, mais plutôt d'un souffle discret. En l'an 1261, contre toute attente, un petit contingent byzantin réussit à reprendre Constantinople presque par hasard. Pas de grande bataille, pas de défilé triomphal, seulement une porte mal gardée, une nuit silencieuse et une cité qui revenait à ceux qui la nommaient encore leur maison. Mais ce qu'ils retrouvèrent n'était plus la majestueuse capitale qui avait autrefois ébloui le monde. Les cicatrices du sac latin marquaient encore ses murs. Églises profanées, rues désertées, palais en ruine. La Constantinople restaurée n'était qu'un écho d'elle-même. Mais le cœur de Byzance recommençait à battre. Michel VIII, paléologue, entreprit cette restauration avec un mélange de pragmatisme et de symbolisme. Il rebâtit les murailles, récupéra des trésors artistiques, tenta de relancer le commerce et de rendre à la ville son âme. Mais au-delà des pierres, le défi véritable était spirituel. La population orthodoxe accueillit avec méfiance toute tentative de rapprochement avec Rome. L'union signée au Concile de Lyon en 1274 fut rejetée à Constantinople, vécue comme une trahison plutôt qu'une alliance. La méfiance entre Orient et Occident s'enracina encore plus profondément. Durant le siècle suivant, l'Empire n'était plus un centre, mais un fragment. Byzance survivait au milieu d'ennemis plus puissants, s'appuyant sur des alliances précaires avec Venise ou Gênes, affrontant des révoltes internes et observant l'ascension des Ottomans, encore balbutiante, mais déjà menaçante. Pourtant, la cité persistait, ses bibliothèques restaient ouvertes,
Ces liturgies résonnaient encore sous les voûtes de ces églises. Constantinople, meurtrie, continuait de se souvenir. Elle conservait des manuscrits, enseignait la philosophie, copiait Platon, parlait le grec ancien comme si le monde n'avait pas changé. C'était un empire en miniature, un monde qui refusait de mourir, non par la force des armes, mais par une mémoire trop intense pour disparaître. Au XIVe siècle, l'Empire byzantin ressemblait plus à une idée qu'à un État. Constantinople en demeurait le cœur, mais le corps n'était plus qu'un chapelet de provinces dispersées, encerclées par des ennemis qui, décennie après décennie, grandissaient. La menace ne venait plus de l'Occident latin, mais de l'Orient islamique. Les Ottomans, dynastie née sur la frontière d'Anatolie, commençaient à afficher une ambition qui dépassait le simple pillage. Ils ne voulaient pas seulement conquérir, mais remplacer le modèle de civilisation que représentait Byzance. Contrairement aux envahisseurs d'autrefois, leur progression ne semblait pas un épisode de plus dans le cycle des crises et renaissances. C'était l'épilogue qui s'annonçait. Les décennies s'écoulaient au rythme lent du déclin. Chaque empereur tentait de préserver l'essentiel, négociant avec Génois et Vénitiens, quémandant l'aide des papes ou des rois, signant des trêves avec des chefs turcs, qui savaient déjà que la cité ne tiendrait pas éternellement. Les murailles restaient imposantes, mais derrière elles, des rues envahies de végétation, des marchés silencieux, des quartiers entiers à l'abandon. Constantinople résistait par inertie, comme si sa sainteté la protégeait encore, alors même que chacun pressentait sa chute inévitable. Pourtant, la vie intellectuelle ne s'éteignit pas. Des érudits, conscients de l'urgence, entreprirent de copier et de sauver les textes de l'Antiquité. Le grec classique était encore enseigné, et des penseurs comme Gémiste Platon rêvaient d'une renaissance fondée sur les racines philosophiques du monde antique. Beaucoup de ces écrits passèrent ensuite en Italie, nourrissant le mouvement que l'on appellera la Renaissance. Ainsi, au moment de sa fin, Byzance contribua à l'aube d'une ère nouvelle. Sur le plan spirituel, la séparation avec Rome restait béante. Les tentatives de réconciliation entre églises orthodoxes et catholiques furent nombreuses, presque toujours motivées par le désespoir militaire. Mais chaque fois qu'un empereur signait une union religieuse avec le pape, il revenait à Constantinople, accueilli par la colère et le rejet. Pour le peuple, préserver la pureté de la foi valait plus que toute aide étrangère. Pendant ce temps, les Ottomans ne cessaient de progresser. Sous des chefs comme Mourad Ier ou Bayezid, ils perfectionnèrent leurs machines de guerre, instaurèrent les janissaires, soldats d'élite formés dès l'enfance, et étendirent leur emprise. En 1389, après la bataille du Kosovo, leur domination sur les Balkans devint irréversible. L'étau se resserrait sur Constantinople, moins par des assauts frontaux que par une pression constante. En 1439, l'empereur Jean Paléologue tenta une ultime manœuvre. Il se rendit à Florence et signa une déclaration d'union avec le pape Eugène IV. Il y eut des discours, des accolades solennelles, des promesses réciproques, mais de retour à Constantinople, il ne récolta que froideur et ressentiment. Pour le peuple, cette union était une humiliation, non un salut. Peu après monta sur le trône le dernier empereur Constantine XI. Son règne fut bref, mais chargé de symboles. Il ne gouvernait plus un empire, mais une ville. Pourtant, cette ville était le dernier éclat d'une civilisation millénaire. Il savait qu'il tenait entre ses mains non seulement les clefs de Constantinople, mais les ultimes flammes d'un héritage né à Rome, grandi à Byzance et survivant, encore contre le cours du temps. De l'autre côté du détroit, Mehmed II préparait l'assaut final. Il fit ériger des forteresses sur les rives du Bosphore, coupa les routes d'approvisionnement, et surtout amena avec lui d'immenses canons capables d'abattre les légendaires murailles théodosiennes, celles-là même qui avaient résisté à tant de sièges durant des siècles. Le 6 avril de l'an 1453, le siège commença. Constantinople devint alors le symbole ultime de la résistance. Pendant des semaines, citoyens, nobles,
Soldats et prêtres unirent leurs forces pour la défendre. Dans les églises, les prières s'élevaient, tandis que les projectiles faisaient trembler les remparts. On combattait pour chaque pierre, pour chaque ruelle, pour chaque souvenir. Mais le 29 mai, peu avant l'aube, les défenses cédèrent. Les Ottomans pénétrèrent par la porte de Saint-Romain. L'empereur Constantine XIe se lança dans le combat final. Selon la tradition, il ôta ses insignes impériaux et mourut comme un simple soldat, l'épée à la main. Avec sa mort s'éteignait aussi une époque entière. La ville était tombée, l'Empire avait disparu, et avec lui le dernier vestige vivant de l'Antiquité. Pourtant, ce n'était pas une fin absolue. Mehmed le Conquérant transforma Sainte-Sophie en mosquée, mais il maintint le patriarche orthodoxe comme guide spirituel des chrétiens de son empire. Istanbul, comme on l'appela désormais, devint une nouvelle capitale impériale, héritière des structures et des symboles de Byzance. L'empire avait cessé d'exister politiquement, mais sa trace demeurait dans les manuscrits, dans les liturgies, dans les idées, dans les coupoles et les codex. Byzance ne mourut pas, elle se transforma. Son effondrement ne fut pas une rupture, mais une mutation, une ultime respiration du monde antique, un silence qui résonne encore aujourd'hui, discret mais limpide, dans les pierres du monde moderne. Après la chute de Constantinople, en 1453, le monde parut retenir son souffle. Ce n'était pas seulement une ville qui avait été perdue, mais un pont entre l'Antiquité et la modernité, entre Rome et l'Europe, entre Orient et Occident. Pourtant, alors que ces murailles fumaient encore sous les impacts des canons, l'héritage byzantin commençait déjà à migrer au-delà de ses frontières. De nombreux savants, artisans et théologiens trouvèrent refuge en Italie, emportant avec eux manuscrits anciens, idées et styles qui allaient bientôt nourrir un nouveau mouvement, la Renaissance. Des textes classiques, préservés dans les bibliothèques byzantines, furent redécouverts et traduits non pas à partir du latin, mais du grec originel. Platon, Aristote, Galien ou Ptolémée retrouvèrent ainsi une nouvelle vie en Occident. Ce qui avait été gardé dans les monastères d'Orient pendant des siècles devint combustible intellectuel pour les penseurs de l'Ouest. L'art lui-même s'en imprégna. L'usage de l'or, les icônes, les architectures à coupoles majestueuses, tous ces éléments, visibles à Florence, à Rome et ailleurs, avaient des racines profondes dans Byzance. Même la politique en fut marquée, l'idée d'un pouvoir sacralisé, de l'empereur comme défenseur de la foi, survécut en Europe et inspira des monarchies telles que la Russie, qui se proclama héritière de l'Empire sous le titre de Troisième Rome. Dans le nouvel ordre ottoman, Constantinople ne disparut pas, elle se métamorphosa. Mehmed, conscient du poids symbolique de la cité, voulut se poser en continuateur plutôt qu'en destructeur. Il conserva une grande partie des structures administratives et permit au patriarche orthodoxe de garder sa dignité spirituelle. Sainte-Sophie, devenue mosquée, demeura un phare de spiritualité et d'art, sa coupole semblant flotter à l'horizon comme témoin d'une histoire partagée. La religion, cœur battant de l'identité byzantine, laissa aussi une empreinte durable. La liturgie orthodoxe avec ses chants, son langage rituel et sa théologie visuelle resta vivante en Grèce, en Russie, en Serbie et dans les monastères du mont Athos. Tandis que le monde catholique se tournait vers une approche plus rationnelle et juridique, l'Orient orthodoxe préservait une spiritualité enveloppante, profondément sensorielle, héritée directement de Byzance. Les codex, mosaïques cathédrales, hymnes, canons juridiques et chroniques, qui nous sont parvenus ne se contentent pas d'informer. Ils émeuvent. En eux résonne un écho d'un monde qui, bien que disparu politiquement, demeure vivant comme héritage. Car Byzance ne s'est pas effondrée en un seul jour, ni totalement dissipée. Son essence est dissoute lentement dans le temps, s'infiltrant dans les cultures, les langues et les symboles. Dans chaque bibliothèque où repose un manuscrit copié par un moine byzantin, dans chaque coupole inspirée de Sainte Sophie,
dans chaque langue slave qui utilise un alphabet façonné à Constantinople, vit encore un fragment de cet empire. Pendant des siècles, l'écho de Byzance ne s'est pas seulement maintenu, il s'est incrusté dans l'âme même du monde qui l'entourait. Les monastères des montagnes de Cappadoce, des îles égéennes ou des forêts du Caucase n'étaient pas de simples refuges, ils étaient des phares. Là, les moines gardaient les livres, copiaient les traités, exploraient les mystères. Dans ces cellules glacées, cernées de silence, ils priaient, mais ils pensaient aussi, écrivaient, transmettaient l'âme d'un empire, conscients que sa force n'était plus dans l'épée, mais dans les idées. Chaque codex, chaque chant, chaque sermon était une résistance à l'oubli, un acte de fidélité à un monde qu'ils refusaient d'abandonner, car à Byzance, penser était prier, et étudier un acte de vénération. Même dans les heures les plus sombres, l'éducation ne fut jamais délaissée. Les écoles impériales, les académies théologiques, les cercles d'érudits et de copistes maintinrent vivante une flamme qui ailleurs s'était éteinte, tandis qu'en Occident, bien des temples tombaient en ruine, et que les lettres latines sombraient dans l'oubli. À Constantinople on commentait encore Aristote, on débattait des pères de l'Église, et l'on rédigeait des traités d'astronomie, de grammaire et de médecine. Ce n'était pas un hasard, mais un choix. Les empereurs savaient que gouverner un empire en ruine exigeait plus que des armées. Il fallait du sens, il fallait des symboles. Le savoir, comme les processions ou les mosaïques, était une manière de soutenir le monde. Même les rituels, en apparence vides, servaient de lien invisible. Le parfum de l'encens qui oscillait, l'éclat de l'or sous les flammes des cierges, le rythme hypnotique des litanies, tout cela formait un langage qui rappelait à chacun sa place dans l'univers. À Byzance, le quotidien était chargé de transcendance, mais cette transcendance n'impliquait pas l'immobilité. L'Empire fut aussi un lieu de changement. Les hérésies, les schismes, les conciles, les disputes théologiques n'étaient pas de simples querelles de mots. Elles étaient l'expression d'une civilisation vivante qui refusait de se contenter de répéter des formules et qui affrontait sans cesse la question fondamentale: comment vivre le divin dans un monde en perpétuelle mutation? Cette question ne se résolvait pas dans la solitude, mais en communauté, dans l'assemblée des évêques, dans les sermons publics, dans les écrits qui circulaient de monastère en monastère, de cité en cité. La pensée était chorale. Personne ne pensait seul à Byzance, pas même les empereurs. Quel que fût le pouvoir qu'ils concentraient, ils savaient que leur autorité devait refléter un ordre supérieur. Ainsi, bien des décisions passaient par des filtres liturgiques, des conseils théologiques, des gestes qui liaient le trône à l'autel. La couronne n'était pas seulement un symbole, elle était une obligation. Les souverains ne régnaient pas en leur nom, mais au nom de Dieu, qui leur accordait la victoire ou la défaite. Et lorsque venaient les défaites, ce qui arriva souvent, l'empire ne s'effondrait pas, il se transformait. Chaque perte de territoire, chaque désastre militaire, chaque révolte écrasée laissait des blessures, mais aussi des leçons. Car à Byzance, on savait que l'histoire n'était pas une ligne droite. C'était un balancement, un cycle, une croix. L'Empire apprit ainsi à vivre avec la contradiction. C'était une civilisation qui parlait d'éternité, mais qui composait avec l'effondrement, qui aspirait au divin, mais pataugeait dans la boue, qui levait les yeux vers le ciel, mais marchait au milieu des décombres. Peut-être est-ce là la raison de sa longévité. Byzance ne se brisait pas devant l'incohérence, elle l'assumait, la transformait en art, en prière, en structure. Les maisons continuaient à s'élever en pierre. Les enfants apprenaient encore à lire sur des parchemins, copiés par des abbés presque aveugles. Les femmes brodaient des récits dans leurs tapisseries. Les hommes débattaient de conciles anciens, comme s'il s'agissait de nouvelles fraîches. Tout paraissait ordinaire. Et pourtant, sous cette routine battait une épopée sans chevaux, sans étendard, sans fanfare, une épopée lente, presque silencieuse, qui ne remplissait pas les chroniques héroïques, mais qui laissait des traces profondes. Car résister quand tout s'effondre est un acte d'héroïsme, et croire encore en la beauté
et en l'ordre sacré du monde, alors que les murailles tremblent, relève presque du miracle. Ce miracle, Byzance le renouvelait chaque jour, dans l'ombre des cloîtres, dans la patience des copistes, dans l'éveil des patriarches, dans le simple geste d'allumer une bougie devant une icône, dans la décision d'écrire une homélie que peut-être personne ne lirait, dans la détermination d'enseigner à un enfant l'histoire de David, de Platon ou de Constantin. Il renaissait dans l'or brodé d'une chape liturgique, dans la construction d'une fontaine, au cœur d'une église, dans une lettre qui traverserait les montagnes et les siècles, dans l'olivier planté sur la pente d'un monastère. Là résidait le véritable pouvoir de Byzance, non pas dans la conquête, ni dans la richesse, mais dans la permanence, car dans un monde où tout change, où tout semble promis à la ruine, la permanence est une forme de victoire, et Byzance, même dans ses heures les plus sombres, sut se maintenir non pas immobile, mais fidèle. Et cette fidélité est peut-être la leçon la plus profonde qu'elle a laissée à ceux qui vinrent après elle.